Troisième partie. Qui es-tu? Quand elle avait quitté son pays, laissant tout derrière elle, elle avait quand même réussi à mettre dans son cartable son livre sur les planètes, les volcans et les énigmes de l'univers. Et pour rien au monde, elle n'aurait laissé son livre sur Merlin et les fées Viviane et Morgane dans la forêt de Brocéliande. Les druides qui avaient construit des dolmens et des cercles de pierre, les arbres aussi grands que des châteaux forts qui abritaient des mystères et des sortilèges, les elfes, les fées, c'était son univers et son refuge, et elle en connaissait tous les secrets. Maintenant qu'elle avait vécu ces deux expériences très troublantes, elle commençait à se poser des questions sur ce rocher arrondi en douceur qui l'accueillait toujours comme les bras d'une maman entourant son bébé. Et ce sentiment de sécurité et de force qui se répandait en elle avec une douce chaleur qui effaçait tous ses doutes, toutes ses inquiétudes. Elle connaissait les histoires fantastiques des pyramides mayas, des aliments de Stonehenge où venaient danser les fées au solstice d'été, les immenses statues de l'île de Pâques, et elle se demandait si les ruines magiques de sa plage n'ouvraient pas l'univers sur une grosse faille entre les mondes, un point tellurique qu'elle seule connaissait et dont elle pouvait activer le pouvoir. Elle avait appris dans ses livres qu'un point tellurique, c'était comme un passage secret qui laissait passer l'énergie de la Terre et que ça donnait des forces à ceux qui la sentaient. Lumilia croyait, elle, que ça lui donnait des pouvoirs magiques. Elle l'avait vérifié par 2 fois, mais ça lui faisait un peu peur toute cette puissance qui jaillissait de la terre comme un jet de lave invisible sortant d'un volcan, un geyser qu'elle seule avait le pouvoir de sentir et peut-être d'utiliser. Après avoir pesé le pour et le contre, tourné en bourrique à la recherche de solutions, sans succès, elle est partie à la plage passer sa mauvaise humeur en chassant les crabes qui feraient peut-être les frais de son échec à trouver des réponses à ses questions. Plus elle s'approchait de ce point tellurique, plus il lui semblait que quelqu'un était déjà assis à sa place, et plus elle avançait, plus ce quelqu'un lui semblait gigantesque. Finalement, à presque 5 mètres de sa destination, elle s'est arrêtée net, terrorisée. Un géant était assis à sa place, lui tournant le dos. Son corps était fait de volutes de fumée gris foncé, comme on voit dans les bulles des bandes dessinées, quand les personnages sont en colère. Les volutes tournoyaient dans un mouvement continu et régulier. Les pieds du géant trempaient dans la mer à hauteur de ses genoux, et à cet endroit, l'eau bouillonnait à gros bouillons, comme dans l'eau en ébullition d'une casserole prête à accueillir des spaghettis. Lumilia avait tellement peur qu'elle entendait son cœur battre dans ses oreilles, comme un concert de tam-tam. Et ses jambes étaient plantées dans le sable sans qu'elle puisse faire un pas de plus, comme si elle s'était transformée en statue. Soudain, le géant a tourné la tête vers elle en disant « Approche, mon enfant, je ne vais pas te manger. » Lumilia, méfiante, se disait qu'il mentait peut-être, et que toute cette fumée la rôtirait aussi sûrement qu'un barbecue. Mais devant son immobilité, le géant a ajouté, comme s'il lisait dans ses pensées, « Approche, je ne vais pas te manger. Toute cette fumée que tu vois, ce n'est pas un barbecue préparé pour toi, c'est l'expression de ta colère et de ta frustration. Respire par le nez, souris, aie confiance, et tu verras comme j'ai raison. » Lumilia a réfléchi un bon moment, puis se rappelant la devise de sa mère, « Là où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage », elle s'est approchée à petits pas. Et au fur et à mesure que son cœur s'apaisait et qu'elle se calmait en reprenant confiance, les volutes de fumée s'éclaircissaient jusqu'à devenir toutes blanches quand elle s'est assise à côté du géant. Il l'a accueillie d'un énorme éclat de rire, si fort que tous les oiseaux se sont envolés en piaillant. Il s'est poussé gentiment
en tapotant de sa main fumeuse la place que l'Humilia aimait tant, pour l'inviter à s'asseoir à côté de lui. Elle n'avait plus peur, et ils ont fait connaissance. Il lui a aussi expliqué sa magie, et qu'il ne tenait qu'à elle qu'il soit un géant amical et amusant. Au fil de leur rencontre, elle l'a vu se transformer en poussière d'étoiles quand elle était heureuse, en flocons de neige un peu avant Noël, et même en larmes bleues quand elle apprenait de tristes nouvelles de son pays en guerre. 4e partie. Et si on partageait la magie? Et puis un jour, elle a eu envie de partager son secret. Le géant du point tellurique l'avait rendue plus heureuse, plus apaisée et moins sauvage. À l'école, elle avait même réussi à se faire un ami. Il s'appelait Hector, et il venait d'un pays très très loin lui aussi. Mais il parlait bien français, et son accent qui roulait les R l'amusait beaucoup. Comme ils étaient tous les deux les derniers arrivés, leur statut de réfugiés les a vite rapprochés. Hector aimait bien rigoler, et à la différence de la réserve de l'Humilia qu'il avait isolée, son caractère boute-en-train le rendait très populaire dans toute la classe. Alors elle lui a dit qu'elle voulait partager avec lui un secret, et en échange de sa confiance, elle l'a amené à son point tellurique, en lui recommandant de ne jamais lâcher sa main pour qu'il voie ce qu'elle voyait. Le géant attendait l'Humila ce jour-là dans un habit de plumes, car il était heureux de l'arrivée du printemps et des oisillons qui naissaient dans les nids. D'abord muet d'admiration et de stupéfaction, Hector a éclaté d'un énorme éclat de rire et s'est mis à sauter et à danser de joie. Aussitôt, ils ont été entourés de ballons de toutes les couleurs qui volaient dans tous les sens, puis de confettis qui les inondaient d'une pluie multicolore. Ils se sont amusés ainsi pendant des semaines, gardant pour eux seuls leur secret. Mais un matin, Hector, abandonnant le ton de la rigolade, a expliqué à l'Humila qu'elle ne pouvait pas garder cette magie pour elle toute seule, et que plus elle la partagerait, plus elle grandirait, et son bonheur aussi. Il lui a fait comprendre que ce cadeau immense qu'elle ferait aux autres enfants provoquerait leur joie, leur complicité, et que de cette union naîtrait leur force contre tout ce qui les embêtait, à commencer par les adultes qui ne comprenaient pas toujours leurs caprices et leurs fantaisies. Avec des airs de complot, Hector a organisé un pique-nique à la plage et il a invité tous les enfants de la classe pour l'anniversaire de l'Humilia. Ceux qui ne l'aimaient pas trop se sont un peu fait tirer l'oreille pour y aller, mais ils ont cédé et ils ont même apporté un cadeau. À la fin de la fête, Hector a annoncé une surprise en ordonnant aux enfants de se tenir la main dans une grande farandole. Alors l'Humilia a appelé son géant, qui a surgi du rocher comme un diable d'une boîte, au milieu des cris des enfants et sous leurs yeux émerveillés. Quand ils ont compris la richesse de ce secret partagé, ce n'était plus une fête, c'était de la magie, et seule l'approche de la nuit les a ramenés chez eux, à regret. Mais tous savaient que c'était le début d'une belle histoire et d'une grande aventure qui ne finirait jamais. En tout cas, pas tant qu'ils resteraient des enfants et garderaient ce secret. Bien entendu, à partir de ce jour, toutes les occasions étaient bonnes pour organiser des fêtes et des réunions sur la plage. Le géant de l'Humilia riait et chantait à tue-tête aux grandes dames des oiseaux, qui sont tous revenus peu à peu, quand ils ont compris que ce géant qui leur cassait les oreilles ne leur ferait pas de mal. Personne ne le voyait ni ne l'entendait. Il était invisible aux adultes et à tous ceux qui ne faisaient pas partie de cette chaîne de l'amitié. L'été, il se transformait en bulle de savon, mais pas du savon qui pique les yeux, du savon magique, visible juste par les enfants. Et ils riaient comme des fous, en sautant, en plongeant et en prenant bien soin de ne pas se lâcher la main, sous l'œil étonné de leurs parents qui ne les avaient jamais vus si heureux
ni surtout si dociles, eux qui cherchaient d'habitude à braver tous les interdits, en nageant vers le large ou en sautant des rochers. Bon, libre à toi de croire ou non à toute cette histoire. Mais si tu sens des trucs bizarres en te promenant, fais attention à ce que tu dis.